Bonjour à tous et bienvenue sur Week Echo. Les chiffres sont alarmants. Plus de 600 millions de personnes tombent malades et 420 000 meurent chaque année d'intoxication alimentaire due aux bactéries, virus, parasites, toxines ou encore produits chimiques. Et selon la Banque mondiale, le coût économique engendré par la mauvaise qualité des aliments dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires est de plus de 55 230 milliards de francs CFA par an en perte de productivité, ce qui pose le problème de la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons au quotidien. Ce sera le sujet du dossier de la semaine d'aujourd'hui. Notre invité vient de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments du Bénin. Il nous dira sur ce plateau comment s'y prennent-ils pour nous garantir des aliments de qualité. Et avec les confrères, on revisite le respect des nouvelles mesures imposées par le gouvernement après la réouverture des lieux de culte, des églises et des mosquées. Ils sont tenus désormais de désinfecter leur sanctuaire après chaque culte ou prière et de faire respecter les gestes barrières. Comment est-ce possible? Y arrive-t-il vraiment? Autant de questions que nous débattrons dans une quinzaine de minutes. Mais avant, on marque le premier arrêt avec le mini-journal à la présentation Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Nul ne veut rester en marge dans la lutte contre la Covid-19. De plus en plus d'armes sont mises sur pied par les Béninois. Au haut lieu du savoir, une artillerie est également mise sur pied. Des savons liquides, des gels à base d'aloès sont produits par des chercheurs et même des distributeurs automatiques de gel sont fabriqués. On fait le point dans ce reportage. Pour mieux s'armer contre la Covid-19, c'est dans ce laboratoire du campus d'Abomey-Calavi qu'Antoine préfère s'approvisionner. À sa demande aujourd'hui, 5 litres de savon liquide qu'il vient chercher avec son propre contenant. Par ces temps de corona, il fallait prendre des précautions. Je suis venu pour me ravitailler. Il y a des gels pour désinfecter les mains. Il y a les savons aussi pour se laver les mains. Autant d'armes de prévention contre la Covid-19 que s'emploient à produire ces chercheurs de l'Institut national de l'eau. Ce laboratoire, autrefois réservé uniquement aux analyses chimiques d'eau, devient depuis le début de la pandémie une zone de production d'armes contre l'ennemi invisible. Dans notre laboratoire, nous produisons du savon liquide et du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Tout le monde connaît les effets bactéricides de l'aloès. Donc nous ajoutons l'aloès à notre gel hydroalcoolique et c'est ce qui fait sa particularité. Et pour le savon liquide, nous savons que les solutions chlorées ont des effets bactéricides et nous ajoutons cette solution chlorée à notre savon liquide et c'est ce qui fait également sa particularité. Une fois les gels fabriqués, comment faciliter leur utilisation par la population sans risque de contamination? Cet enseignant-chercheur trouve la réponse. Il constitue une équipe et met sur pied 2 types de distributeurs de gel sans contact de la main. Il y a un aluminium, il a un réservoir de capacité 500 ml. Et comme je l'ai dit, il fonctionne sur la base de la pédale. Donc lorsque quelqu'un, l'usager vient, il ne touche pas du tout à quelque chose, il se rapproche, il appuie la pédale, une fois, il a le gel en main. Le second dispositif, lui, il est cylindrique. Sa capacité de réservoir est plus grande. Il peut prendre jusqu'à 2 litres de gel. Et lorsque l'usager appuie la pédale, il soulève le piston. Et le piston, dans son ascension, soulève le bocal. Le bocal, dans son ascension, rencontre un obstacle qui est le fer. Et du coup, il ne peut plus bouger et il sort. Un troisième type de distributeur va servir à fournir automatiquement du gel après détection de main. Au nombre de ses caractéristiques, sa contenance pouvant aller jusqu'à 5 litres. Oui, ce distributeur est composé d'un capteur
Il capte à la main le mouvement et déclenche un système qui fait démarrer la pompe. Et c'est la pompe maintenant qui nous donne l'eau, qui nous sert le gel. Ici, nous avons prévu 2 sources d'alimentation. Il y a la source d'alimentation du courant de la SBE et la source d'alimentation de l'énergie solaire. Et ça a l'autonomie sur 10 heures. Des initiatives sur fonds propres qui participent à la guerre contre l'ennemi invisible. Dans la riposte face à la pandémie, nul ne compte donc rester en marge. L'eau conditionnée en sachet n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contiennent des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter des cas de maladie, des acteurs du sous-secteur sensibilisent. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément le métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser des réparateurs de montres. En effet, plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de faire réparer leur horloge ou pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets. Une situation dommageable pour ceux qui exercent le métier réparation de montres, un métier en voie de disparition. C'est un reportage de François Dassi à Mansioin et Rodrigue Blandoumé. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus.
La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessité. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié hors micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu, je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils, c'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. Et ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Week Eco se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Après le mini-journal, place à la revue de presse économique. C'est Rodrigue Babaguito qui a parcouru les journaux pour nous cette semaine. Amis de la plume et du papier, bienvenue à la revue de presse économique. Au nombre des sujets abordés par les canards cette semaine, ce plan adopté par le gouvernement en réponse aux désagréments causés par la pandémie du coronavirus sur le plan économique. La Nation en parle dans sa parution du 11 juin et titre en manchette « En réponse aux impacts économiques du Covid-19, un plan social de 114,12 milliards de francs CFA adopté ». Dans ces colonnes, le journal renseigne que ce plan de relance de l'économie nationale est issu de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue mercredi dernier et comporte des mesures qui s'articulent autour de 3 grands points. D'après le journal, 63,38 milliards vont servir à la prise en charge de 70% du salaire brut des employés déclarés sur une période de 3 mois, au remboursement des crédits de TVA, à l'exonération du paiement de la taxe sur véhicules à moteur, à la prise en charge des loyers commerciaux sur 3 mois au profit des agences de voyage déclarées, à la prise en charge intégrale des factures d'électricité pendant 3 mois pour les hôtels et les agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de francs CFA. Abondant dans le même sens, l'économiste informe que le second volet de ce plan prend en compte un appui de 4,98 milliards de francs CFA aux artisans et acteurs de petits métiers affectés par la pandémie, une somme à distribuer à 55 000 personnes de différents corps de métiers qui se sont inscrites sur la plateforme digitale dans les mairies et les centres de promotion sociale. Un troisième volet de ce plan vise à appliquer une subvention de 5,76 milliards de francs CFA sur les tarifs de l'électricité et de l'eau, de quoi faire donc réjouir plus d'un citoyen. Comme autre raison de se réjouir, ces chiffres démonstratifs de l'efficacité de la modernisation des services publics. La plateforme de création d'entreprises en ligne monentreprise.bj enregistre au premier semestre de cette année 4 962 entreprises. Une progression qui intéresse le Progrès dans sa parution du 10 juin. Le Canard mentionne qu'en ce qui concerne la nature des activités, les chiffres renseignent que 26
36,3% des entreprises créées, soit 1351, sont dans le sous-secteur du transfert d'argent via les réseaux mobiles. 8,4%, soit 431 entreprises, exercent dans la catégorie achat et vente de produits GSM et 2020 entreprises, soit 3,9%, sont dans la catégorie achat et vente de produits alimentaires. Au quotidien du service public de renchérir en mentionnant que la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUCED a récemment classé le Bénin parmi les 5 meilleures nations au monde ayant un dispositif de création 100% en ligne comme le Danemark, l'Estonie, la Nouvelle-Zélande, le Sultanat d'Oman et la Suisse. De quoi rehausser l'image du Bénin dans l'environnement des affaires dans le monde. Une image couverte de bonne teinte également par le rapport importation de produits agroalimentaires biologiques dans l'Union européenne. Un rapport qui révèle que le Bénin a exporté en 2019 2081 tonnes de produits agricoles bio vers l'Union européenne. Une prouesse qui le propulse de la 61e place en 2018 à la 56e place sur 123 pays en 2019. C'est l'économiste qui en fait mention, précisant qu'au titre de ses importations, le Bénin a fourni l'ananas, le soja, la noix de cajou, le gari, la farine de patate douce, le beurre de karité, la poudre de moringa et les huiles. Ce sera tout pour cette revue de presse économique. Que de bonnes nouvelles, Uvaïs Balogun. Que de bonnes nouvelles, Rodrigue Babaguito. Et ceux qui ont également reçu de très bonnes nouvelles, ce sont les confessions religieuses. Depuis le 2 juin dernier, le gouvernement a autorisé la réouverture des lieux de culte avec des mesures strictes. On en parle dans le décryptage. Je le disais donc, c'est une grande satisfaction pour les catholiques, les musulmans, les chrétiens évangélistes et même ceux qui pratiquent les cultes endogènes. La réouverture des lieux de culte est désormais effective. Mais attention, les rassemblements religieux devront toutefois se faire dans le strict respect des mesures barrières telles que le port du masque, la distanciation sociale, le nettoyage systématique des lieux de culte avant toute autre célébration. Comment tout cela est-il possible et avec quels moyens? On en parle ce matin. Autour de moi, sur ce plateau, Abbé Hubert Kedowide, directeur diocésain de la communication. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là ce matin. C'est avec plaisir. Benoît Wanja de Radio Bénin Alafia. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Merci d'être là également. C'est moi. Alors Benoît, comment vous appréciez la réouverture des lieux de culte? Je l'apprécie positivement. Je l'ai une fois dit sur ce plateau et je rends grâce à Dieu d'être encore là pour en parler. Je trouvais un peu paradoxal que les marchés puissent s'animer et que les lieux de culte soient fermés. Parce que le lieu où on peut encore demander aux gens de respecter la volonté des autorités et espérer avoir une réponse, c'est les lieux où on vient déjà dans une disposition où on est un peu prêt à respecter les commandements et autres. Au marché, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de respecter distanciation et autres. Déjà, le paradoxe au marché, c'est que vous voyez les gens enlever le masque pour se parler ou pour tousser et après ils remettent le masque. Donc, je l'ai accueilli positivement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que, je parle sous le contrôle du père Kedowide, on ne parlerait pas de hasard, mais c'est bien tombé que le 2 juin, l'Évangile est parlé de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, pour louer Dieu. Et en même temps, nous devons nous rappeler que les autorités nous ont dit de respecter les gestes barrières. Je pense que d'une manière ou d'une autre, les fidèles essaient, sous le contrôle des responsables des paroisses, les curés et autres, de respecter ces gestes-là. Alors, Père Kedowide, j'imagine que vous aussi, vous avez applaudi cette réouverture des lieux de culte. Mais on rend grâce au Seigneur parce que nous avons toujours pensé qu'au-delà de tout l'effort humain, ce qui va nous aider vraiment à vaincre ce mal et la pandémie et à nous sauver même de la mort, c'est Dieu lui-même. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travailleront les bâtisseurs. Donc nous avons espéré qu'il faut qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers le Seigneur
pour lui demander la grâce d'inspirer les chercheurs, les médecins, d'accompagner les gouvernants pour qu'ils puissent trouver des voies et moyens pour que nous soyons préservés de cette pandémie comme de l'ensemble des maladies qui nous prennent souvent en otage au niveau de nos peurs, de nos désarrois et de nos mécontentements. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour cela et je pense que l'Église catholique, durant le temps de sevrage, s'est préparée sérieusement pour la réouverture des églises. J'ai été impliqué suffisamment avec la confiance de l'archevêque de Cotonou placée en moi et je pense que si j'apprécie très rapidement les 112 paroisses de Cotonou, puisque nous avons eu la grâce ce premier week-end de faire le tour, sans orgueil, je peux dire que je n'ai pas encore trouvé une seule structure sociale au Bénin qui ait autant fait pour respecter les distances sociales. Je le dis sans orgueil. Ah bon? Ah oui, je le dis sans orgueil parce que, vous savez, sur les 112 paroisses réparties en 11 zones, qu'on appelle vicariats, nous avions travaillé à ce que la distanciation sociale, les dispositions pour lavage de mains, le port du masque et aussi, comme l'a souligné Monsieur Benoît, et le lieu où vraiment nous serons les relais d'information. Parce que ça, c'est important. Le gouvernement peut avoir de belles intentions, il peut mettre en place de bonnes structures, et on peut faire la répression policière, mais ça ne suffit pas. Les relais d'information en matière de lutte contre les maladies dans tous les pays du monde, comme dans toute la dynamique de la communication, elle est tellement importante. Il est tellement important. Et je pense que l'Église devenant le lieu où l'on appelle à une prise de conscience pour ne pas transmettre la maladie, par charité, et de s'efforcer à respecter, c'est très important. Alors, mais vous disiez tantôt que vous avez fait le tour on va dire, des paroisses qui sont sous votre juridiction. Oui. Vous avez pu observer que dans certaines églises, on a vu des fidèles amassés devant l'église en attendant la fin du culte pour entrer. Faisons très attention. Vous savez qu'au niveau de l'église catholique, quand on a commencé la réouverture le 2, c'était un mardi. Et nous avions déjà, en rencontrant les autorités, parce que dans notre préparation à la réouverture, nous avons tenu, lorsque nous avons mis en place nos dispositions, à en quelque sorte faire valider par les autorités politico-administratives. Et dans notre préparation, nous avons déjà dit aux autorités qu'il se peut que le premier week-end, parce que vous savez, quand on recommence quelque chose, il y a de l'engouement. Oui. La première semaine, déjà, lorsqu'on a ouvert les églises, tu ne sauras même pas que c'est un jour de semaine. Par exemple, c'était plein comme le dimanche. Oui. Et le premier week-end était redoutable pour nous, on attendait. Oui. Et malgré qu'on ait espacé les messes de 30 minutes, nous avons constaté simplement que... 30 minutes n'est pas peu quand on sait... Voilà, nous avons constaté que sur certaines paroisses de grande affluence, que nous n'avons pas indiqué au niveau de la communication les différentes rues à emprunter pour ceux qui vont rentrer et ceux qui vont sortir, ce qui sera rectifié ce week-end. Alors, si par exemple on avait dit ça, ceux qui allaient rentrer allaient trouver dans une autre rue et allaient, plus facilement. Deuxième indication qui a fait que le premier week-end a vu cet attroupement, c'est que beaucoup de personnes, malgré les réseaux de communication, la radio où on a communiqué les informations, beaucoup avaient en tête l'heure antérieure. Donc, par exemple, les enfants n'avaient pas changé. Lorsqu'on dit 8 heures, ils sont là comme d'habitude à 7h15. Et ceux qui devaient venir à 8h30 sont là à 8h. Donc, ça fait deux groupes. Et du coup, théoriquement, on était désarmés, vous comprenez? Et je pense que ces petites choses au niveau
du départ ne doit pas nous effrayer quant à la suite des choses au niveau de la programmation ou de l'organisation. Et j'ai confiance aux prêtres. Voilà, j'ai confiance aux prêtres. Alors, Benoît, ces mesures que le gouvernement a demandé de respecter ne vous paraissent pas un peu contraignantes? A priori, non. A priori, non, parce que on nous demande de porter les masques. Ce n'est pas contraignant. Nous le portons que nous soyons à l'église ou dans la ville. 1 mètre l'un de l'autre. Je ne dirais pas que c'est contraignant parce que, non, en temps normal, c'est vrai, on est serré l'un contre l'autre, mais même dans la vie de tous les jours, on nous demande aujourd'hui d'être à 1 mètre de notre prochain. Donc ce n'est pas à l'église que nous allons violer cette recommandation. Ce qui peut-être peut gêner, c'est qu'on n'a plus le nombre qu'on avait à l'intérieur de l'église. On n'avait plus ce nombre-là, mais on ne devait pas se plaindre de ça. C'est vrai, j'ai noté dans les propos de mon père que dans notre engouement à retrouver les lieux de culte, à présenter en communauté notre temple intérieur, qui du moins n'était pas fermé au Seigneur, nous avons oublié un peu ces gestes-là, heureux de se retrouver. Et ce qui était paradoxal, c'est que les responsables nous obligeaient à respecter ces règles-là, mais quand on sort, on n'hésite pas à se serrer les mains, on n'hésite pas à s'embrasser, parce que parfois vous êtes dans le même quartier, mais on a fait pratiquement 2 mois, 3 mois sans se voir. Donc, ça confirme que les célébrations eucharistiques constituent un véritable lieu de communion entre nous. Donc, il y a eu cet engouement-là qui... Je prends l'exemple de la paroisse Saint-Antoine de Zobo. La messe de 9h là-bas est prisée. Donc, à 9h, vous avez du monde. Mais malgré l'effort des responsables à l'intérieur, il y a la distanciation et autres, dans la cour, beaucoup étaient venus pour la messe de 9h. Donc, les responsables, un peu comme mon père l'a dit également, ont pris des mesures pour, déjà ce dimanche, pour demander à ce qu'il n'y ait plus assez de monde dans la cour. Parce qu'il faut déjà filtrer. Ils ont la chance d'avoir la clôture, donc il faut déjà filtrer à l'entrée. Dès qu'on estime que ceux qui sont à l'intérieur, même s'ils ne sont pas dans l'enceinte de l'église, ceux qui sont dans la cour, si le nombre leur permet déjà d'observer les 1 mètre, c'est suffisant. Donc les exemples sont légion. Mais l'autre chose qui pourrait faire que ces mesures... On a suspendu la paix du Christ. La paix du Christ, on sait que c'est un moment très intense dans la célébration du culte eucharistique. Non, la paix du Christ était déjà suspendue avant même que le culte ne soit arrêté. Quand on est habitué déjà à se serrer la main en ce moment-là... Non, on fait avec. Il y a eu ça dans ce pays. On avait suspendu la paix du Christ. Il y a Covid-19. Aujourd'hui, on nous demande de suspendre la paix du Christ. Quand le père célébrant ne vous dit pas « donnez-vous la paix », c'est vrai au départ, certains, malgré qu'on ne le dit pas, se donnaient la paix, mais après la messe, souvent dans les communiqués, les prêtres revenaient là-dessus. Je pense qu'on avait déjà intégré ces données-là avant que les lieux de culte, les églises notamment, ne soient fermés. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas donner la paix, ne fait pas qu'on rate une grâce venant de cette célébration-là. Et comme je l'ai dit, je parle toujours sous le couvert de mon père. Justement, on va demander au père, quand on suspend la paix du Christ, quand on demande... La paix du Christ n'est pas suspendue. Ce qui est suspendu, c'est le geste de la paix du Christ. Tandis que la paix du Christ se donne. Même à la fin de l'Eucharistie, on dit « Allez dans la paix du Christ » pour être missionnaire de cette paix dans vos maisons respectives. Donc, je pense que la paix du Christ soit avec vous, c'est ce qui est essentiel. C'est le geste, justement, par même la paix. C'est la paix de ce que... et la paix du Christ sont liés. Et ce n'est pas autant lié que ça, puisque la manifestation de cette paix même passe par la charité de ne pas prendre le risque de contaminer l'autre. Et ça, c'est très important. C'est pour cette raison que, vous voyez, de façon classique, quand on regarde un peu nos églises, de façon classique, les bancs
que nous confessionnons dans les églises contiennent habituellement 8 personnes. Et pour préserver cette disposition, nous avons dit 3 par banc. Pour les enfants, on peut aller à 4. Mais ordinairement, c'est 3 par banc, de sorte que même cette spontanéité de faire comme ça, même quand le prêtre ne l'a pas dit, donne une distance de sécurité qui permet à celui qui participe à l'Eucharistie de ne pas tomber dans un geste non charitable. Alors l'autre chose également, c'est que l'Église a suspendu également la réception du corps du Christ tel que cela se faisait habituellement dans la bouche. On le prend désormais dans la main. Comment est-ce que les prêtres vivent cela? Alors, ce n'est pas tellement dans nos pratiques ici usuelles au Bénin, mais ailleurs, rares sont les personnes qui déjà prennent la communion dans la bouche. Étant donné que la transmission de ce virus, vous voyez la protection de la bouche et du nez, nous avons estimé qu'il serait mieux pour chaque célébrant et ceux qui participent de remettre le corps du Christ dans les mains, quitte à ce que la personne puisse, en enlevant son masque, mettre ça dans la bouche. Est-ce que cela revêt la même signification? Mais oui, puisque c'est le corps du Christ. Ça ne diminue en rien le corps du Christ. La seule chose qui est peut-être une contrainte réelle et qui, jusqu'à aujourd'hui, je confesse qu'on n'a pas encore une solution efficace. Et puis, je me console en disant que dans la structure même de notre pays, ce serait difficile d'avoir la solution. C'était désinfecter les lieux après chaque célébration. Tout à fait. Même dans nos structures sociales, je ne vois pas... même dans les administrations. Voilà, désinfecter avec quoi? Bon, il y a beaucoup de manques à ce niveau-là. Et quels sont ces produits-là? Et où est-ce qu'on va acheter les produits-là? Avec quels moyens? Voilà, avec quels moyens? Voilà, il n'y a pas de précision. Mais je comprends en même temps le gouvernement parce que le gouvernement a une instance d'autorité. Et celui qui a une instance d'autorité doit quand même mettre la barre très haute pour que nous puissions aspirer vers la perfection. On essaie tant bien que mal de faire un nettoyage systématique. Autrefois, dans nos églises, les nettoyages se font les lundis, habituellement. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les jours, donc ce qui est déjà un effort, tous les jours, nettoyer les lieux où les fidèles sont restés, c'est déjà autrement quelque chose. Dit, c'est difficile aujourd'hui de respecter le nettoyage après un culte. Après chaque célébration, dans les villages, dans les environs de Cotonou, c'est encore quelque chose de possible, mais je ne veux pas. On doit encourager les grandes agglomérations, des grandes villes, à essayer de faire autant que possible de nettoyer les lieux. Et ça, je pense que des églises comme Saint-Michel, si on doit faire un nettoyage systématique, il faut attendre 3 heures après chaque célébration, parce que à cause de la distance observée, et l'église de Saint-Michel, qui contenait vraiment près d'1 millier de personnes, actuellement, je peux vous dire avec exactitude que ça ne peut pas contenir plus de 200. Actuellement, c'est 3 par banc, en sautant un banc. Donc, quand on a fait le calcul à Saint-Michel, ça fait autour de 200. On a mis des bâches de part et d'autre qui peuvent contenir jusqu'à 125, donc 200. Dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi un peu comment est-ce que la célébration... Quand il y a une célébration à 7 heures, par exemple, mettre l'autre célébration à 10 heures et l'autre célébration à 19 heures, cela réduit, certes. Oui, certes, mais le problème qui se passe, c'est que soit on met en place un système d'inscription pour que les gens viennent à la messe, parce que les fidèles sont là. Nous ne pouvons pas leur dire d'aller ailleurs. Ce qu'on a fait, c'est d'espacer les messes autant qu'avant, plus qu'avant, pour permettre quand même une certaine fluidité
au niveau de ces célébrations-là. Alors Benoît, le père Kedo-Ouidé nous dit qu'il est difficile d'entretenir, de nettoyer après un autre culte. Cela, qu'on le veuille ou non, cela induit forcément des coûts supplémentaires pour les églises. Oui, je voudrais revenir sur une autre difficulté que j'ai observée, d'abord avant de répondre à votre question, par rapport à ce que vous avez appelé la réception du corps du Christ. J'ai assisté sur la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix, ça c'est à Bodi-les-Monts, dans Kassato, où le curé a passé au moins 2 ou 3 fois le communiqué pour expliquer aux gens comment il faut le faire. Parce que certains ont du mal à trouver est-ce que c'est la main droite, est-ce que c'est la main gauche. Donc, il a dû leur expliquer que c'est la main gauche, d'abord soutenue par la main droite. Et donc, vous prenez le corps du Christ. Ben, certains l'avalent carrément avec la main. Donc, c'était un peu difficile pour les fidèles. Forcément. Bon, moi, je reviens à votre question. J'ai été un peu surpris par cette recommandation de désinfecter les lieux de culte après chaque célébration. Parce qu'il faut quand même faire le parallélisme des formes. Pourquoi on ne désinfecte pas les écoles quand il y a récréation, quand les élèves rentrent à midi, quand ils reviennent à 15h? Pourquoi c'est les lieux de culte? Je reviens à la question du marché. Il y a souvent 2 poids. C'est les mêmes personnes qui se promènent. C'est les enfants, ils viennent à l'église également. Pourquoi c'est à tel endroit il faut faire ci, à tel autre endroit c'est facultatif, ainsi de suite. Donc on puisse harmoniser quand même les... Moi je pense que si, déjà comme le font, puisque j'ai fait le tour, je suis passé par Zogbadje, par Zogbo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Kassato et autres. L'effort qui est déjà fait pour obliger, de plus en plus même, c'est au portail. Ce n'est pas dans la cour, ce n'est pas quand vous voulez rentrer dans l'église. C'est déjà au portail qu'on vous oblige à porter le masque, les dispositions, c'est souvent dans la cour, à laver les mains, la distanciation. Donc cet effort-là déjà me semble suffisant. Alors, à votre avis, on va finir là-dessus. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement vienne en aide aux confessions religieuses pour veiller au respect de ces mesures-là? Oui, si telle est la volonté du gouvernement, surtout par rapport à l'aspect désinfection des lieux, parce que ça induit un coût. Je ne sais pas quel est le produit qui sera utilisé, mais il va falloir donc avoir ce produit-là en quantité suffisante. Vous imaginez, le père a parlé de Saint-Michel tout à l'heure, le nombre de messes, surtout les dimanches. S'il faut chaque fois désinfecter, j'imagine un peu le produit qu'on doit acheter chaque semaine. Ce sera désormais peut-être beaucoup plus de quêtes pour les fidèles. Vous espérez également une aide du gouvernement pour vous accompagner, tout au moins? Moi, j'avais espéré que dans les mesures sociales, il y aurait l'église dedans, mais enfin, mais de toute façon, oui, il faut y penser, par exemple, parce que je pense que c'est la santé publique. On ne demande pas de l'argent pour construire, on ne demande pas de l'argent pour faire autre chose. C'est la santé publique. Et il va de la responsabilité des gouvernants. J'ai été... ce matin, je riais parce que j'écoutais France 24 et je voyais que le président américain qui devait faire campagne dans une petite ville symbolique, il faisait signer les participants que tous ceux qui vont contacter la COVID-19 doivent signer qu'ils ne vont pas porter plainte contre les organisateurs. Les organisateurs. Vous voyez, dans un pays aussi développé où les gens ne sont pas capables de respecter ces mesures, je pense qu'au Bénin, le gouvernement a pris des mesures rapides et on a essayé de contenir cette maladie. L'effort doit continuer à tous les niveaux et c'est à l'Église de recommander à ses fidèles de continuer dans l'effort de respecter les mesures barrières. Merci à vous, Père Hubert Kedo-Ouidé, directeur diocésain de la communication. Merci d'être passé ce matin. C'est moi. Benoît Mandia, merci également d'être passé ce matin. Merci. Merci à vous. Place à présent au dossier de la semaine.
Je le disais à l'entame de cette émission, les maladies d'origine alimentaire sont une cause importante de morbidité. Des millions de personnes tombent malades et un grand nombre d'entre elles décèdent après avoir ingéré des aliments intoxiqués impropres à la consommation. On en parle dans un instant, juste après cet élément. La sécurité sanitaire des aliments, il faut comprendre que c'est la protection de l'approvisionnement en denrées alimentaires d'origine végétale, animale et halieutique, et contre les risques microbiens, physiques et chimiques, dans le but de prévenir les maladies d'origine alimentaire. C'est vrai, le mot paraît nouveau, mais ce n'est pas nouveau, hein. Le mot, lorsqu'on parle de sécurité sanitaire des aliments, c'est en fait le contrôle de l'innocuité des denrées alimentaires. Innocuité étant le fait que l'aliment soit sans danger. L'aliment soit sans danger. Lorsqu'on parle de danger, il faut comprendre des agents microbiens, des agents physiques, des agents chimiques qui peuvent se retrouver dans l'aliment ou état de cet aliment. Bon, aujourd'hui, avec les réformes dans le système de sécurité sanitaire des aliments, dans le système national de sécurité sanitaire des aliments, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place. Premièrement, l'agence élabore chaque année ce que nous appelons un plan de surveillance des contaminants dans ces aliments. Cela nous amène à aller faire des prélèvements d'échantillons sur le terrain, à aller les analyser ces échantillons au laboratoire et maintenant interpréter les résultats d'analyse sur la base des paramètres qui sont déjà prédéfinis, que nous surveillons. Donc ce travail nous permet de voir quel est le degré de contamination d'abord de nos aliments, en partant des produits bruts jusqu'aux produits transformés. En dehors de ça, il y a également des contrôles périodiques que nous faisons en collaboration avec nos structures départementales et également les inspecteurs également au niveau du ministère de la Santé et au niveau du Commerce. Donc il y a des contrôles que nous faisons sur le terrain, un contrôle conjoint que nous faisons surtout en période de grande consommation pour soustraire du marché les produits impropres à la consommation. Et voilà notre invité pour débattre de la sécurité sanitaire des aliments ce matin vient de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments du Bénin. Il a nom Hugues Assongba. Il est le directeur des politiques et programmes de contrôle de l'agence. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là ce matin. C'est moi de vous dire merci. Et pour conduire cet entretien avec moi, Rodrigue Babagüeto. Bonjour, Rodrigue. Huvaïus Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les États membres de l'OMS ont adopté en 2000 une résolution reconnaissant que la sécurité sanitaire des aliments est un aspect essentiel de la santé publique. Sécurité sanitaire des aliments, on en parle avec vous, Hugues Assongba. Alors, première question tout de suite, comment se porte le système sanitaire des aliments en République du Bénin ? Une fois encore, merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est la première fois que vous recevez l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments dans vos murs. Nous en sommes vraiment heureux et de vous remercier également. La santé des aliments au Bénin, je crois que ça fait son petit bonhomme de chemin. Et on ne peut que s'en réjouir compte tenu du dispositif que le chef de l'État et tout son gouvernement a mis en place pour garantir une alimentation saine à notre population béninoise. Justement, vous parlez de dispositifs. De quel dispositif s'agit-il concrètement ? Vous savez, aujourd'hui, au niveau du Bénin, nous avons une agence qui s'occupe de la sécurité sanitaire des aliments. L'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Et qui a également un bras opérationnel qui est le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Et à travers donc, ces deux structures, chaque année, on élabore un plan de surveillance des contaminants et le plan de contrôle des opérateurs agroalimentaires sur toute l'étendue du territoire. Et ça, à travers donc, ces deux plans, nous faisons l'échantillonnage
d'un certain nombre d'échantillons sur l'ensemble des produits, les produits de grande consommation et aussi les produits phares du gouvernement. Et nous surveillons tous ces produits-là chaque année. Donc, grâce au laboratoire central qui nous appuie pour les analyses. On est certain que le suivi est réellement fait chaque année? Oui, chaque année, il y a ce plan qui est élaboré. Ce que je viens tout à l'heure de parler de plan de surveillance des contaminants et plan de contrôle des opérateurs agroalimentaires. Expliquez-nous justement, en fait, ce plan, que contient-il concrètement? Qu'est-ce qu'il faut retenir de manière plus spécifique? En fait, ce plan, comme je l'ai dit, il est élaboré en collaboration avec toutes les structures de contrôle au niveau national. Et quand je prends le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, au niveau de tous les départements, nous avons ce qu'on appelle les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et au niveau de ces départements, nous avons un service qui s'occupe de la réglementation et du contrôle. Et c'est ce service qui nous appuie et qui fait donc le prélèvement de ces échantillons-là. Mais avant ça, on élabore le plan. Pour élaborer le plan, nous invitons donc toutes les DDAP, donc toutes ces structures que je viens de citer. Nous invitons le laboratoire, nous invitons les directions départementales, les directions techniques, c'est-à-dire la DPV, direction de production végétale, la direction de l'élevage, la direction des pêches, et également nous invitons les points focaux des ministères du commerce, des ministères de la santé et également les membres du comité scientifique. Et tous ceux-là vont s'asseoir pour définir, suivant un certain nombre de critères, quels sont les aliments sur lesquels nous allons donc faire des surveillances. Il faut surveiller des contaminants, les niveaux de contamination donc de ces produits-là. Est-ce que vous avez des chiffres depuis le récent plan qui a été mis en œuvre, qui a été élaboré? Le plan 2019. Oui, voilà, le plan. Voilà, est-ce qu'on a des chiffres ou des résultats? Vous les partager avec nous? Nous avons des résultats. En 2019, nous avons travaillé sur 37 différents produits de grande consommation. 37. Et pour 14 groupes d'aliments. Dit groupe d'aliments, par exemple, je prends groupe des huiles, les produits laitiers, je prends viande et dérivés, donc c'est ça que nous appelons les groupes. Donc il y a 14 groupes d'aliments et 37 produits de grande consommation surveillés, pour un total de plus de 3000 donc, échantillons. Et par rapport aux paramètres recherchés, par rapport aux contaminants recherchés, donc les contaminants, il s'agit donc des paramètres microbiologiques, Escherichia coli, salmonelle, staph. Et quand je prends aussi au niveau de la physico-chimie, nous avons recherché les pesticides, nous avons cherché les métaux lourds, nous avons cherché également les mycotoxines, ce que les gens appellent couramment les aflatoxines. Donc nous avons cherché tous ces produits-là, tous ces contaminants du moins, dans ces différents produits. Et c'est ce que nous avons fait en 2019, sur un total de plus de 2000 analyses réalisées. Mais j'ai une petite préoccupation. Vous aviez parlé tantôt des produits laitiers. On sait qu'au Bénin, il y a des sociétés qui fabriquent du lait, du yaourt, des trucs comme ça. On ne va pas appeler le nom des sociétés. Comment est-ce que vous faites? Vous descendez dans ces structures-là pour prélever, pour faire les analyses? Comment ça se passe? Merci bien. La surveillance, c'est un échantillonnage aléatoire. C'est aléatoire, là, c'est le principe de base. Donc, nous ne définissons pas à l'avance que c'est tel producteur, chez tel producteur, il faut aller faire le prélèvement. Non, puisque c'est une surveillance. Donc, il faut aller n'importe où et faire des prélèvements au hasard. C'est ce qui se fait. Donc, les agents de terrain, ceux qui nous appuient dans la mise en œuvre de ce plan de surveillance, c'est eux qui vont sur le terrain. Mais avant ça, à l'élaboration, je ne l'avais peut-être pas bien développé, à l'élaboration, on définit déjà le nombre d'échantillons qu'il faut prélever par département, par commune, et tout ça là, c'est documenté, oui, ça c'est documenté,
Et chaque acteur va sur le terrain, chaque contrôleur va sur le terrain et fait son prélèvement. Il y a un programme de prélèvement pour que le laboratoire, puisque c'est au labo qu'il faut converger donc tous ces échantillons, pour que le laboratoire ne soit pas asphyxié, surchargé. On a fait un planning donc de convoyage de ces échantillons-là. Et chaque semaine, une structure de contrôle est responsabilisée pour faire son prélèvement et venir déposer ça à l'APSA. Et à l'APSA maintenant, de faire le traitement et déposer ça au niveau du laboratoire. Quand le laboratoire finit de faire les analyses, il nous retourne les résultats d'analyse et sur la base donc, des informations contenues dans les rapports d'essai, l'agence maintenant fait son rapport et il va maintenant communiquer sur ces résultats-là. Et ça fait partie, c'est la troisième composante de l'analyse de risque, puisque l'agence, fondamentalement, la première mission qui est dévolue à l'agence, c'est d'assurer l'analyse des risques, qui comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. Mais on a l'impression que souvent, c'est plus en période de grande consommation qu'on vous voit sur le terrain, c'est-à-dire en période de fête. C'est plus là qu'on sent qu'il y a des agents qui passent pour contrôler, s'assurer. C'est en ce moment que vous vulgarisez beaucoup plus vos actions. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de plan de surveillance. Pour élaborer un plan de surveillance, c'est des millions que l'État met à notre disposition pour élaborer ça. Puisqu'il faut inviter tout ce monde-là, venir s'asseoir, élaborer ce plan. Ça ne peut qu'être connu que par les professionnels. On ne peut pas aller communiquer ça là. Vous imaginez, c'est peut-être après l'analyse au niveau de laboratoire, et il faut maintenant communiquer, partager ces informations contenues dedans, parce que, en principe, lorsque le travail est fait au niveau du laboratoire et quand ça vient au niveau donc, de l'agence, il y a ce qu'on appelle la gestion des risques. La gestion des risques, elle définit donc quelles sont les mesures de gestion de risque qu'il faut par rapport aux résultats que nous avons obtenus. Et ça, on remet ça à la disposition des décideurs. Et c'est aux décideurs donc, de prendre des mesures de gestion de ces risques-là. Et ce n'est qu'après ce moment qu'on va communiquer. En ce moment-là, on invite les médias, on invite les associations de consommateurs, on invite toutes les parties prenantes pour ça. C'est le cas, par exemple, de Covid, où vous avez vu, en conseil des ministres dernier, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. C'est un exemple, ça. Donc, si au niveau, dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, s'il a admis qu'après les résultats d'analyse, on voit qu'il y a un taux qui dépasse énormément un certain nombre de seuils, alors là, c'est notre devoir en tant que technicien de faire des propositions, des mesures de gestion et de proposer aux décideurs. Et il leur revient maintenant de prendre des décisions. Et ce n'est qu'après ça que vous serez informés, on va faire la communication. Donc c'est pour cela que vous ne nous voyez pas. Très bien. Alors en 2019, où vous avez justement élaboré ce plan de surveillance, quel a été le taux de contamination que vous avez remarqué? Oui, il faut dire que nous avons été très heureux de constater qu'aucun produit n'a été contaminé pour les pesticides. Aucun. En 2019, aucun produit n'a été contaminé pour l'échantillon que nous avons soumis aux analyses. C'est-à-dire que nos producteurs sont vraiment stricts. Oui, non, ils ont ça. Je crois qu'on n'a plus de producteurs il y a de cela 25 ans. Ils connaissent. Ils sont conscients. Les bonnes pratiques de production. On a commencé par leur inculquer ça. Et puis, petit à petit, ils entrent ça dans leurs habitudes. Merci beaucoup. Donc, pour revenir concrètement aux chiffres, nous avons eu en 2019 94,66% de taux de conformité par rapport aux analyses qui ont été réalisées. Donc seulement 6% de... Environ, ça ne fait pas 6%. Donc de cas de contamination. Et quels sont les outils juridiques, sur le plan juridique, et quels sont les outils sur lesquels se base l'ABCSSA? Il doit bien y avoir des lois sur lesquelles vous appuyez. Oui, ça c'est une obligation. Vous savez, on ne peut pas aller sur le terrain et travailler en l'air. On ne peut pas aller contrôler un opérateur sans avoir des garanties qu'en cas de pépin, que vous êtes protégé. Et quels sont justement? Bien, aujourd'hui, l'outil principal sur lequel l'agence travaille, c'est la loi 84-009 du 15 mars 1984
relative au contrôle des denrées alimentaires. Mais il faut avouer, c'est une loi qui date un peu longtemps et qui a ses faiblesses en ce sens du moins qu'elle n'a pas pris en compte l'aspect analyse des risques qui fait partie intégrante de la sécurité sanitaire des aliments. Donc il faut une relecture. Il faut vraiment une relecture et il faut travailler à cela. Il faut travailler à cela et l'agence actuellement, ça fait partie de ces défis. L'agence est en train de travailler à cela pour que le Bénin soit doté d'une loi sur la sécurité sanitaire des aliments. Très bien. Et justement, récemment, on apprenait encore que dans une zone du pays, il y avait eu des cas d'intoxication alimentaire qui ont été observés. Alors, je crois qu'il s'agit de 8, si ma mémoire est bonne, 8 personnes intoxiquées. Que faire alors aujourd'hui pour avoir zéro intoxication alimentaire? Bien sûr, on finit là-dessus. Bon, d'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, c'est vrai, j'ai oublié que je suis sur un plateau et que je suis en face des journalistes qui connaissent mieux, qui ont les informations. Effectivement, et l'année passée, il y a eu un cas d'intoxication où sur 8 personnes qui ont consommé de la pâte avec du crin-crin, il y a eu ce cas d'intoxication. Nous avons été saisis. Malheureusement, il y a 5 qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ça, nous regrettons cela. Pour le travail qui est fait, c'est ça que j'ai décrit tout à l'heure. Travailler, c'est de faire la surveillance des contaminants. C'est de faire le contrôle le jour tel que nous sommes en train de faire. Et par rapport à ça, ce n'est pas seulement l'APSA qui doit travailler. C'est un travail d'équipe. Nous devons travailler, c'est de la responsabilité de tout le monde, depuis le producteur jusqu'au consommateur. Voilà. Et puis les médias que vous êtes, vous devez également. Merci beaucoup. Vous permettez, Rodrigue, je vais donner la parole à notre invité pour dire en quelques minutes, ou plus en 30 secondes, quel devrait être le comportement du consommateur face aux aliments. Ah non, mais il faut que lui-même, qu'il se protège. Il regarde ce que je vais consommer. Est-ce que j'ai la garantie que c'est bon? Mais souvent, à l'œil nu, c'est difficile, concrètement. Où est-ce que vous allez vous approvisionner? Si vous allez vous approvisionner dans des rues, vous allez par exemple à une mission, on vous demande d'aller manger dans un restaurant, ceci, mais vous préférez la rue, là, vous serez responsable de tout ce qui va vous arriver. Donc, la meilleure façon de se protéger, c'est de bien manger. S'assurer que ce qu'on mange, c'est bien. Lorsque vous avez des doutes, faites recours alors aux spécialistes qui vont vous il faut toujours vérifier les dates de péremption. Ça, c'est très important. Pour ce qui est écrit effectivement sur les emballages. Merci beaucoup. Hugues Assongba, merci beaucoup. Ulvaeus Balogun, on retient essentiellement qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire sans sécurité sanitaire des aliments et chacun a un rôle à jouer de la ferme jusqu'à la table afin de garantir que les aliments que nous consommons soient sains et ne nuisent pas à notre santé. Je dirais, comme l'APSA, que c'est l'affaire de tous. Oui, merci à vous, Hugues Assongba. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Retrouvez l'émission en replay sur la chaîne demain lundi à 11h sur BB24, mais également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.